Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, mais le précédent gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz avait refusé de livrer à Kiev des missiles tout russes d'une portée de 500 km. En avril, Friedrich Merz s'était montré ouvert à l'idée de débloquer ces livraisons, ce qui avait déclenché à l'époque une réaction beaucoup moins mesurée de Moscou. Le chef de la diplomatie russe expliquait alors que toute frappe avec ces missiles contre des installations russes serait considérée comme une participation directe de l'Allemagne au conflit. L'Ukraine attend la livraison de 150 missiles russes en provenance d'Allemagne. Bien, mais ces Européens se moquent de la planète. Parlons d'abord des missiles britanniques. Qui se souvient du Storm Shadow? Depuis 2023, le Royaume-Uni a fourni entre 100 et 200 missiles à l'Ukraine. Résultat, plusieurs de ces missiles ont été interceptés et détruits. Et pourtant, chaque missile coûte plus de 2 millions de dollars. Leur production assurée par MBDA est lente et limitée. Autrement dit, la contribution britannique reste peu réaliste. Côté français, la situation est similaire. La France a livré 40 missiles Scalp. Inutile de trop s'attarder, Scalp et Storm Shadow sont en réalité le même missile, issu d'un développement conjoint entre la France et le Royaume-Uni. C'est le même fabricant, donc, si la Russie parvient à contrer les Storm Shadow aussi facilement, mais elle n'aura aucun mal avec les Scalp. Il reste les missiles américains ATACMS, moins précis que les Scalp et Storm Shadow, surtout contre les cibles durcies. Leur efficacité est également mise en doute. Leur stock est limité et ils sont sensibles au brouillage GPS, un domaine dans lequel les Russes excellent. Plusieurs d'entre eux ont déjà été détruits. Maintenant, tous les espoirs ukrainiens reposent sur les Taurus allemands. Mais là encore, les stocks européens sont faibles. Si la Russie continue à neutraliser ses missiles aussi facilement, les réserves s'épuiseront rapidement sans possibilité de réapprovisionnement à court terme. La production de ces armes est coûteuse, lente, et cette situation fragilise sérieusement la crédibilité de l'industrie de défense européenne. Les Européens tirent des missiles qui n'apportent aucun résultat concret pour l'Ukraine. Mais si la Russie décidait même de riposter sérieusement, par exemple, en lançant simplement 10 missiles Oreshnik sur Kiev, mais ce ne serait plus une comédie, ce serait le peuple ukrainien qui en paierait le prix et le pays pourrait être ravagé une bonne fois pour toutes. Rappelons, mesdames et messieurs, que si l'Ukraine et la Russie n'étaient pas deux peuples, plusieurs bases aériennes russes, détruisant ou endommageant des dizaines d'avions militaires, dont des bombardiers nucléaires stratégiques. Cette opération baptisée Spiderweb aurait nécessité environ 18 mois de préparation. Selon les services de sécurité ukrainiens, des drones ont été introduits clandestinement sur le territoire russe, dissimulés sous les toits de cabine en bois installés sur des camions. Une fois sur place, les toits ont été ouverts à distance permettant aux drones de décoller et de frapper leurs cibles, notamment des bombardiers utilisés dans des frappes contre les villes ukrainiennes. L'attaque aurait visé plusieurs bases situées dans 5 régions distinctes de Russie. Le ministère russe de la Défense a confirmé ces attaques, précisant qu'elles avaient été repoussées dans 3 des régions concernées. D'après les autorités ukrainiennes, une dizaine d'avions militaires russes auraient été touchés, y compris des bombardiers stratégiques. Cette opération marque l'une des incursions les plus audacieuses de l'Ukraine sur le sol russe depuis le début du conflit. Les autorités américaines ont déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une telle attaque. Il est possible que la Russie y réponde dans les jours à venir. Par ailleurs, le président Zelensky alerte les pays occidentaux sur une possible offensive russe dans la région de Soumy, ainsi que dans d'autres zones potentielles avec la Russie. C'est la présidente slovène Nataša Mužar qui a relancé le débat. Selon elle, l'Union européenne a commis une grave erreur en coupant tout contact avec Moscou depuis 2023. Elle affirme s'être entretenue avec Ursula von der Leyen afin de proposer la création d'un groupe spécial de négociation avec pour objectif de ramener l'Europe à la table des discussions dans le cadre du processus de paix en Ukraine. Bien, mais récapitulons. Depuis 2023, l'Union européenne a rompu tout dialogue avec la Russie, misant sur l'effondrement de son économie, sous le poids des sanctions et sur le soutien total de la stratégie américaine. Dans les médias, la parole a été monopolisée par des voix russophobes. Experts autoproclamés, généraux de plateau, éditorialistes belliqueux, tous assurant que la Russie allait plier sous la pression occidentale. Aujourd'hui, la réalité contredit le récit. La Russie tient toujours debout militairement et économiquement. Leurs prédictions émotionnelles ont servi à conditionner l'opinion publique, mais se sont révélées inefficaces sur le terrain, complètement fake. Pendant ce temps, Donald Trump a pris les devants. Il a engagé des pourparlers directs avec les parties russes et ukrainiennes. Les négociations avancent hors du cadre bruxellois. Et l'Union européenne se retrouve désormais spectatrice d'un dossier qui se joue pourtant sur son propre continent. En réalité, les dirigeants européens refusent de reprendre contact avec la Russie parce qu'un retour au dialogue
exposerait leurs erreurs, leur soumission passée à une ligne belliciste et mettrait en lumière le coût économique et social de leur choix. Inflation, énergie, industrie affaiblie. Un conflit prolongé permettrait plutôt de maintenir un climat d'urgence en Europe. Le président Faure n'est pas juste un mec en costume qui dirige le Togo. Il a la tête d'une forteresse. L'armée, la police et services de renseignement, tout est verrouillé par des fidèles souvent issus de son ethnie kabyre qui savent que leur survie dépend de lui. En 2017-2018, les manifs massives ont été écrasées. Gaz lacrymo, projectiles, arrestations, et aujourd'hui l'opposition est en miettes. L'opposition togolaise, c'est un puzzle éclaté, elle est fragmentée. Les leaders sont divisés souvent par ego ou par des stratégies différentes. Faure et son clan exploitent ça à fond. Ils achètent certains opposants avec des postes ou de l'argent, discréditent d'autres en les accusant de corruption ou de trahison. Résultat, pas de front uni. Les manifs de 2017-2018 portés par la coalition C14 avaient du potentiel, mais elles se sont essoufflées faute de coordination et face à la répression brutale. Beaucoup de Togolais hésitent à s'exprimer, de peur d'une descente nocturne ou d'un séjour en tôle. Et puis il y a la résignation. Quand tu vois des élections truquées depuis toujours, des manifs réprimés, tu te dis, à quoi bon? Critiquer, c'est risquer sa peau pour un résultat qui semble illusoire. Forcer jouer la carte diplomatique. La France n'ose même pas en parler. L'Occident ferme les yeux et la CEDEAO, gangrénée par les régimes similaires, ne branche pas. Les Nyarsimbe tiennent les cordons de la bourse. Les richesses du pays, commerce maritime, sont sous leur coupe. Ils distribuent juste assez de miettes pour acheter des loyautés. Fonctionnaires, chefs traditionnels, même certains artistes. Le plus vouloir de ce régime, c'est élaborer une stratégie qui brise les codes et va au-delà des slogans que nous voyons sur la toile. Il faudrait une opposition unie et radicale, c'est-à-dire finir les querelles d'ego. L'opposition doit se fédérer autour d'un leader ou d'un mouvement charismatique avec un plan clair et bien défini. Le Togo est à bout, la rage est là, mais elle est désorganisée. Et sans unité, sans stratégie, moi je suis désolé. Le présent que nous assistons ne relève pas du simple hasard ou de l'action isolée de groupes armés. Il s'agit d'un vaste plan savamment orchestré dans l'ombre, visant à faire plier le Mali de toute urgence. Les terreaux utilisent des tactiques militaires sophistiquées. Ce n'est pas de l'improvisation. Ils ont une volonté de maintenir une instabilité contrôlée au Sahel. Ils sont manipulés, armés, renseignés et dirigés. Ils n'affrontent pas l'armée de front, ils la contournent. Ils veulent disperser nos forces armées. L'objectif, c'est d'épuiser militairement, économiquement l'AES en les forçant à se défendre sur plusieurs fronts. Et l'encerclement ici, c'est une tactique pour empêcher la consolidation de l'AES, car tous ces événements se sont intensifiés depuis que l'AES a annoncé la création de sa force conjointe avec le soutien stratégique de la Russie. Ce ne sont pas de simples terreaux, ce sont les pions d'un échiquier géopolitique plus vaste. Leur objectif est de saboter la montée en puissance de l'AES et renverser le Mali qui est la pierre angulaire de cette nouvelle dynamique africaine de souveraineté. Depuis 4 ans, ils annoncent avec arrogance et enthousiasme la chute du président Assimi Goïta. Depuis 1 an, ils prophétisent l'effondrement de l'AES, mais à chaque fois, c'est leur propre plan qui s'écrase contre le mur de la résistance. Ils sont en train de tout